On commence à peu près, vous commencez à la droite, YouTube. Bonjour à tous, soyez les bienvenus aux missions étrangères pour cette conférence Comment la Chine réorganise le monde. Je suis très heureux d'accueillir Monsieur Alain Wang, qui est ami des missions étrangères, qui intervient quelquefois pendant les sessions des aspirants des MEP ou alors pendant les sessions de volontaires. Alain Wang est sinologue et enseignant à Centrale Supélec et à l'IFM. Il intervient régulièrement dans les médias et auprès des entreprises en tant que spécialiste de la Chine contemporaine et de ses évolutions, à l'intérieur comme sur le plan géopolitique mondial. Il est l'auteur et co-auteur de plusieurs ouvrages, notamment Le dossier chinois, portrait d'un pays au bord de l'abîme, publié l'année dernière aux éditions du Cherche-Midi. Donc juste avant notre conférence a pour thème Comment la Chine réorganise le monde. La réponse à cette question, titre de la conférence d'aujourd'hui, est le fruit du travail de M. Wang sur la politique internationale du gouvernement chinois depuis les années 2000 et en particulier celle du président Xi Jinping qui a annoncé son objectif de faire de la Chine la première puissance mondiale pour le centenaire de la République populaire en 2049. Alors juste avant de vous laisser la parole, je voudrais juste faire une petite page de pub, comme ça se fait pendant ces après-midi de conférences. Vous savez qu'aux missions étrangères, on organise régulièrement le samedi après-midi des conférences. La prochaine aura lieu le 21 octobre. Elle sera sur Don Célestin Lot, sur les relations sino-vaticanes sous Pie XII, et elle sera faite par le père Landry Védrenne, qui est là, et qui est prêtre des missions étrangères de Paris, actuellement en doctorat sur ces questions-là. Et puis tout le planning des conférences des missions étrangères qui est organisé par Mission 128, eh bien, vous pouvez trouver l'ensemble des conférences normalement sur un dépliant qui est en cours de réédition, donc vous ne l'aurez pas aujourd'hui. Mais si vous êtes intéressé, vous pouvez soit vous abonner à la newsletter des MEP, soit aller sur notre site missionétrangère.com et vous aurez l'ensemble des conférences. La deuxième chose que je voulais vous dire avant de commencer cette conférence, c'est nous avons une activité qui s'appelle Soliste en mission qui a lieu le jeudi. La prochaine fois, c'est le jeudi 12 octobre et c'est à 12h30. Et en fait, on invite un artiste à jouer de son instrument dans la salle des martyrs ou dans des endroits qui sont particuliers aux missions étrangères. Ça peut être soit dans le jardin, soit dans la crypte, soit dans la salle des martyrs. Et à travers la musique, il nous fait redécouvrir ces lieux-là en nous invitant à une méditation musicale sur l'esprit des missions étrangères et de tous ces hommes qui sont partis en Extrême-Orient. Et puis n'hésitez pas, pour ceux qui le veulent, à faire un don pour soutenir nos activités missionnaires dans l'urne qui est placée juste là. Je vous laisse la parole et encore un grand merci d'être venu nous parler cet après-midi. Merci. Merci à vous. Alors, je ne sais pas si... Est-ce que ça marche ou pas? Je ne sais pas. Oui, vous m'entendez là? Alors, bonjour à tous. On va essayer... Alors, je vais essayer aujourd'hui, parce que le temps... Bon, pour parler de la Chine, c'est toujours trop court. Mais on va essayer de vous donner des grandes... Ça ne marche pas. Hein. Attendez. Je vais le prendre à la main. Ça sera beaucoup plus simple. Voilà. Donc, de vous présenter la Chine, de voir un petit peu comment, dans son évolution aujourd'hui, elle voit le monde, comment elle s'apprête peut-être à prendre la première position mondiale, enfin, c'est son désir, et pourquoi, comment. Alors on va faire des petits retours en arrière au début, surtout pour reprendre en considération de ce qu'était la Chine avant, on va dire, l'arrivée des Occidentaux, avant l'arrivée des Anglais, des Français, hein, au moment de on va dire, du milieu du 19e siècle, au moment des guerres de l'opium, 1850, 1860, et aussi avant la conquête, parce qu'on en parle très très peu, de la Russie, de l'Empire de Russie, sur l'Empire chinois. Hein, on est sur la période des Qing, donc la dernière dynastie impériale, et on voit dans le discours aujourd'hui officiel du président, du président et des gens qui l'entourent, surtout de son
comment on pourrait appeler ça, historien préféré qui s'appelle Wang Runing, mais enfin qui est aussi un idéologue, qui se base beaucoup sur ces frontières que vous avez là, de la Chine de Qing, pour essayer de rebâtir ce que serait la Chine de demain. Alors évidemment, on est dans une période, je dirais, on est dans une Chine quelque part par Wang Runing qui est un petit peu inventée, parce que la Chine des Qing, certes l'empire Qing a été très très important. D'abord, il n'était pas chinois, hein, il était mandchou. Hein, déjà, il faut déjà mettre ça devant. Et ensuite, c'était quand même, je veux dire, cette ampleur, on va dire, de cet empire, il a toujours été hyper fragile. Et donc, à tout moment, il était attaqué par d'autres pays environnants. Donc, attention à ça, toujours dans le discours de la propagande, hein, c'est un peu ce qu'on essaie de faire passer partout, que la Chine était de cette grandeur à l'époque, et doit l'être à nouveau. On dit toujours la Chine n'est pas un pays expansionniste. Moi, je dis il faut voir quand même la prise du Tibet et du Xinjiang dans les années 50, hein, au moment où le Parti communiste chinois arrive au pouvoir, l'armée populaire de libération pénètre dans ces régions qui n'ont absolument rien à voir, ni on va dire culturellement, ni linguistiquement, ni sur le physique des gens. Hein, ils n'ont absolument rien à voir avec les Chinois Han. Donc il faut faire aussi très très attention, je vais dire, à tous ces discours de propagande qui aujourd'hui voudraient nous faire assimiler un certain nombre de populations comme étant chinoises. On a d'ailleurs en ce moment, vous avez dû entendre parler des Ouïghours et vous avez entendu parler des Tibétains évidemment, on est dans une forme de la part du président chinois de ce qu'on appelle une hanisation, c'est-à-dire la volonté de faire des petits Tibétains et des Ouïghours, des petits Han, définitivement. Vous avez entendu parler des camps de travaux forcés du côté du Xinjiang, mais aussi des 1 million d'enfants tibétains qui ont été retirés à leur famille depuis l'automne dernier, qui sont des enfants qui sont placés dans des sortes d'instituts de formation. Alors c'est des enfants qui ont entre 4 et 6 ans et entre 6 et 18 ans. Hein. Je ne parle pas d'enfants majeurs, autonomes, etc. Et ces enfants sont complètement aujourd'hui, on va dire, déculturés pour adopter la langue chinoise. Ils n'ont que parler l'école chinois, ils mangent chinois, ils parlent chinois, ils vivent chinois. Et donc cette idée de raniser complètement ces populations pour justement englober ces territoires derrière. Hein. Je veux dire, c'est pas simplement une question. Si on englobe les hommes, on englobe forcément derrière leur territoire. Donc c'est aussi important pour la Chine cette période parce qu'on est dans une Chine aujourd'hui qui cherche un peu sa revanche. Hein, elle juge que l'intervention des puissances européennes occidentales en Chine qui ont découpé la Chine, hein, déchu la Chine de ce qu'elle était, puisqu'elle était considérée en 1850 comme étant, au niveau de son PIB, le PIB le plus important de la planète. Hein. Si on comparait à l'époque, l'Europe entière, hein, tous les pays européens représentaient 70% du PIB chinois seulement. Et les Américains 5,5%. Hein, donc il faut se représenter évidemment la déchéance qu'a subie la Chine dans les années d'après. Et donc cette volonté aujourd'hui de la Chine de redevenir, on va dire, cette première puissance du monde. Donc on parle de renaissance avec ce qu'on parle du rêve chinois. Hein, ça c'est le terme que le président emploie beaucoup. Alors une version de l'American Dream, maintenant ce qui se passe à l'intérieur de la Chine ne fait pas trop rêver quand même. Donc c'est vrai que les Américains, quelque part, c'était une manière de vivre, une manière de consommer, une manière, etc. Mais c'était quand même une démocratie. On peut contester beaucoup de choses aux Américains. Il y a des élections, il y a des présidents qui passent. En Chine, pour l'instant, on a un président chinois qui s'appelle Xi Jinping, hein, que vous voyez là un peu en photo d'une manière amusante, qui est quand même, on va dire, président à vie sans être élu. Hein, donc attention. Et puis un parti communiste chinois, 100 millions de membres aujourd'hui, qui tient véritablement le pays d'une main de fer. La Chine a mis en place, ça vous avez peut-être suivi, tout un système de surveillance de masse qui est très très important. On y reviendra tout à l'heure après sur comment elle est en train de le diffuser à l'extérieur, mais un système de surveillance de masse numérique qui lui permet véritablement de contrôler la population partout où elle est et d'une manière assez fine, de plus en plus fine d'ailleurs. Ils ont beaucoup amélioré leur système au Xinjiang d'ailleurs pendant la période de reprise en main à partir de 2007-2008. Ils utilisent cette région comme étant un grand laboratoire des nouvelles technologies et ça sera ensuite, bien sûr, à travers le Covid. Hein, le Covid va être utilisé énormément par le gouvernement chinois pour mettre en place de nouveaux systèmes de contrôle et de surveillance de la population. Pour le président chinois, il est dans la lignée, on va dire, évidemment, de ses prédécesseurs, avec 3 anniversaires. Alors, il y en a un qui est passé, c'était 2021.
c'est l'anniversaire de la création du Parti communiste chinois à Shanghai, d'ailleurs, dans la concession française à l'époque. Et on a maintenant en visée le centenaire de l'Armée populaire de libération. L'Armée populaire de libération, c'est, on va dire, 2 millions d'hommes aujourd'hui, 1 million d'hommes véritablement d'armées professionnelles qui se dirigent vers l'extérieur, on verra d'ailleurs ce qu'ils font, et 1 million d'hommes qui ressembleraient plutôt à notre compagnie républicaine de sécurité, qui servent à maintenir la sécurité à l'intérieur du pays. Et donc, on peut dire que le budget militaire extérieur et le budget militaire intérieur est à peu près le même, ce qui commence à faire beaucoup d'argent aussi, évidemment, du côté chinois, à dépenser pour maintenir le parti au pouvoir. L'Armée populaire de libération, c'est la colonne vertébrale du régime. Bon, vous avez peut-être entendu dans l'actualité ces jours derniers que certaines personnalités importantes, dont le ministre de la Défense, avaient été arrêtées. Je pense que ça chahute beaucoup en ce moment au sein du gouvernement chinois, et que le président est à nouveau parti dans un système de purge à travers ce qu'il appelle la campagne contre la corruption. Mais enfin, tous les membres du parti sont corrompus, donc tout le monde peut être arrêté, même lui. Hein, quand il prend le pouvoir, il a 321 millions de dollars dans les qu'on retrouve dans les Panama Papers à travers sa fille, qui est garée donc dans les paradis fiscaux. Pour le président chinois, alors 2027 aussi, c'était une date importante. La redeviendra-t-elle importante? C'est-à-dire que l'idée, pendant un certain temps, des observateurs, et j'en faisais partie, on pensait que 2027, l'Armée populaire de libération, pour ses 100 ans, avait besoin de se faire un petit cadeau. Puis d'exister un peu plus. Et on pensait que c'était peut-être le moment où ils essaieraient d'envahir Taïwan pour montrer véritablement que définitivement ils ont une armée moderne, une armée en capacité justement d'envahir une île, une armée en capacité de se confronter peut-être déjà un petit peu aux États-Unis. Bien que je doute toujours que les Américains enverront des GI pour défendre Taïwan, j'y crois pas trop. Donc, mais enfin, disons que il y a une armée taïwanaise quand même, donc il faudra se battre contre elle. Et on pensait avant le Covid, avant la guerre de l'Ukraine surtout, que l'année 2026-2027 aurait pu être une année de guerre. Alors, simplement pour évacuer Taïwan tout de suite, moi, ma position aujourd'hui est de dire c'est n'importe quand, à partir du moment où le président ou le Parti communiste a des problèmes à l'intérieur, qu'il doit véritablement ressouder la nation autour de lui, c'est-à-dire remotiver une forme de nationalisme très vivant en Chine. Évidemment, Taïwan est un bon objectif. Donc, l'avenir nous le dira. Économiquement, ça ne va pas très bien en ce moment, bien que la Chine n'est pas morte. Hein. Tous les gens qui vous disent que l'économie chinoise est en train de s'effondrer, il ne faut pas rêver non plus. Ça ne va pas bien en ce moment. Ils ont besoin de restructurer, ils ont besoin de changer leurs fondamentaux, mais ça ne veut pas dire que la Chine est terminée. Donc, guerre potentiellement avec Taïwan, je dirais c'est n'importe quand à partir d'un moment où le président sera en difficulté. D'où ça sort un peu cette idée de la renaissance de la Chine, du retour de la Chine sur le plan international. Il y a 2 événements très importants pour les Chinois, c'est les Jeux Olympiques de Pékin en 2008, grande réussite. Xi Jinping est vice-président à l'époque et c'est lui qui est en charge des Jeux Olympiques de Pékin, donc grande réussite, aucun problème. On aura ensuite 2010 l'exposition universelle, c'est les 2 grands événements que la Chine va organiser et qui va lui permettre véritablement d'avoir une image internationale. Et puis, on aura évidemment au même moment des crises économiques, une avec les subprimes aux États-Unis 2007-2008, 2010 c'est la crise des dettes souveraines européennes, et donc les Chinois pensent à ce moment-là, les gens qui entourent le gouvernement, que l'Occident est en déclin. L'idée toujours de ce déclin occidental, il est toujours présent. Et maintenant, est-ce que l'Occident est en déclin? C'est une question. Les États-Unis restent quand même une économie solide. L'Europe, même si elle a des problèmes, est-ce qu'elle est en déclin? C'est un gros point d'interrogation. Ensuite, évidemment, ce qui va conforter la Chine en tant que puissance, c'est la guerre russo-ukrainienne. Évidemment, la position de la Chine de soutien à la Russie permet véritablement à Poutine de persister dans son aventure ukrainienne. Et puis, on a aussi... alors, ce qui, par contre, a joué contre la Chine, c'est évidemment le Covid-19 avec la crise sanitaire, dont on n'a toujours pas, on va dire, l'origine. L'origine est en Chine, mais où, comment, par qui, etc. L'avenir nous le dira. Il y aura certainement des enquêtes à un certain moment. 100 millions de membres du Parti communiste chinois pour 1,4 milliard de gens. Donc ça commence à être assez important. Alors, est-ce qu'on parle encore de marxisme-léninisme? Je dirais pour la forme. Bon, maintenant, la réalité,
On est vraiment dans un parti qui revient un peu à ses racines à travers le confucianisme. Hein. Confucius, c'est pas un dieu. Hein. Confucius, c'est un philosophe qui a beaucoup étudié sur la relation entre le pouvoir et la société. Et c'est pas un démocrate. Hein, loin de là non plus. Hein. Donc, évidemment, la reprise de Confucius, c'est-à-dire Confucius vient d'être encore plus réhabilité, et le taoïsme, hein, j'ai entendu dernièrement que les Chinois remettaient ça en vigueur, toutes les racines culturelles de la Chine sont en train d'être mises en avant. Bon, je donne juste un petit trait qui est un peu, bon, qui montre la puissance du régime, c'est l'interdiction de porter des vêtements qui peuvent choquer la population dans un esprit où on est en train de remettre en vigueur sur le luxe, à mon avis, les grandes marques de luxe vont avoir des problèmes dans assez peu de temps. C'est l'idée que le luxe, c'est du luxe chinois qui date de la dynastie des Tang, de la dynastie des Ming, etc. Donc on est en train de réhabiliter, on va dire, toute une idée, à travers une idéologie, toute une histoire de la Chine qui est réécrite, évidemment. Donc, de l'autre côté, on a cette partie qui est nationaliste. On prend souvent la Chine comme l'exemple, on va dire, d'un nationalisme tel qu'on a pu l'avoir en Allemagne dans les années 30, c'est-à-dire avec cette montée progressive d'un discours de propagande très conflictuel, etc., et qui marche. Hein, moi, je le vois avec des Chinois, des jeunes Chinois à Paris avec qui je discute, ils sont un peu perdus. C'est-à-dire que quelque part, ils rentrent là-dedans parce que c'est leur pays, donc cette question de nation, etc. Et de l'autre côté, ils n'ont pas beaucoup de réflexion sur l'histoire, je dirais, pour véritablement trier un peu ce qui est raisonnable et ce qui ne l'est pas. Ensuite, on va avoir évidemment ce qu'on appelle un retour à une forme d'égalitarisme. Hein. Le président chinois voudrait que la population soit égale. Donc on a un petit peu un retour en arrière sur des positions qui seraient proches, on va dire, de la période maoïste au niveau de la répartition des richesses. La Chine, c'est le pays le plus inégalitaire au monde au niveau des richesses. Hein. Vous avez énormément de milliardaires, d'ultramillionnaires, mais vous avez aussi beaucoup de pauvres. Hein. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est le Premier ministre chinois qui disait que, il y a déjà 2 étés, qu'il avait 600 millions de gens qui vivent avec moins de 135 € par mois. Il faut quand même se remettre la Chine un peu aussi au niveau des gens sur ce qu'elle est. Donc, cette présence du Parti communiste chinois a été revigorée énormément à partir de 2015. On a un président qui va réactiver toutes les cellules, tous les niveaux, c'est-à-dire au niveau des quartiers, au niveau des écoles, au niveau des entreprises. Il va même introduire des cellules du Parti communiste à l'intérieur des entreprises. Hein, vous avez certainement entendu parler d'Alibaba, mais il n'est pas tout seul. Tous les secteurs de la tech aujourd'hui ont été repris en main par le régime et c'est une forme déguisée, on va dire, de nationalisation de ces entreprises qui ne sont plus du tout indépendantes. On les retrouvera de toute façon tout à l'heure sur ce qu'on appelle les nouvelles routes de la soie. Alors, bon, pour regarder le côté positif, bon, une économie chinoise qui jusqu'à présent était plutôt dynamique, une Chine qui est quand même sur le plan des sur le plan des nouvelles technologies, etc., est plutôt en pointe. Hein, les études qu'on a, qui sont faites par les Américains, donc on va les croire, disent que dans beaucoup de secteurs aujourd'hui, la Chine est même devant les États-Unis. Hein, donc il ne faut pas non plus voir un pays... la Chine veut se transformer d'un pays qui était l'usine du monde à un pays qui devient l'usine de la technologie. Et ça, c'est très important, évidemment, sur le poids qu'elle pourra avoir demain sur l'ensemble du monde. Elle met des normes en place qui ne sont pas les normes américaines, mais qui sont des normes qu'on va retrouver sur tous les pays aujourd'hui, qui sont autour de ce projet des nouvelles routes de la soie. C'est quand même 150 pays. Hein, c'est pas non plus n'importe quoi. Hein. Donc voilà, de révolution des télécommunications, puis une confrontation évidemment de plus en plus forte entre les États-Unis et la Chine. Donc le nationalisme, j'en ai parlé juste avant, je ne vais pas trop m'attarder dessus, mais on est véritablement, par exemple, le Covid. Si vous vous souvenez, au début du Covid, l'ambassadeur de Chine à Paris avait mis un tweet en disant que l'ensemble des personnels soignants des EHPAD avaient quitté leur poste et avaient abandonné toutes les vieilles personnes qui étaient en train de mourir dedans. Alors qu'il montrait qu'en Chine, à l'inverse, le gouvernement prenait soin beaucoup de sa population et qu'il les essayait en train de montrer justement entre une démocratie et un pays autoritaire ce qu'on peut faire. Et donc, il disait évidemment les pays autoritaires, c'est mieux. Ils le font aussi sur le plan de l'environnement. Hein, la Chine dit, dans les défis qui s'annoncent sur le plan de l'environnement,
il n'y a qu'un pays autoritaire qui peut relever ces défis et qu'une démocratie n'en est pas capable. Hein, c'est aussi tous ces champs de discours qui est en train de passer, qui est en train de se construire, qui est véritablement de la propagande. Pour revenir en arrière, je dis souvent, vous avez le nom de Chine en tête et c'est déjà un mauvais terme. Hein, la Chine ne s'appelle pas la Chine, elle s'appelle Zhongguo. Alors, Zhong, ça veut dire centre, et Guo, pays. Les Chinois qui se lèvent le matin, ils se lèvent avec ça devant les yeux, hein, le pays du centre. Ils ne se lèvent pas avec Chine. Hein. Chine, ça, pour eux, ça n'a pas de sens. Donc c'est important aussi pour le concevoir. Et d'ailleurs, si on va aller un peu plus loin tout de suite, c'est la nouvelle carte officielle de la Chine depuis 10 ans. Ça, c'est la carte du gouvernement. C'est-à-dire, c'est la carte précédente, c'était celle d'avant. Donc on voyait plutôt une Chine au milieu, comme ça, bien répartie. Et maintenant, officiellement, c'est cette carte. Alors, ce qui est intéressant, si vous avez vu, ils ont séparé le continent nord-américain du continent sud-américain. Ils ont replacé l'Arctique et l'Antarctique, puisque les Chinois ont des velléités de récupérer une partie de ces zones. Donc, on voit bien la Chine mise au centre et véritablement au cœur du monde cette fois-ci. Donc, on verra d'autres cartes après sur ce qui se passe aussi dans la définition. Ça, c'est le projet. Alors, on va reprendre le terme de Zhongguo, on va reprendre le terme de Tianxia. Alors, excusez-moi, je vais très vite sur Tianxia parce qu'il y a de la littérature à n'en plus finir. Mais moi, je dis, c'est un peu l'idée qu'ont les Chinois. Que Tian, c'est le ciel. Xia, c'est ce qui est en dessous. Ben, chaque Chinois qui est le ciel au-dessus de sa tête est chez lui. Alors, je m'explique, hein, j'exagère un petit peu, j'extrapole. L'idée, c'est que, évidemment, on est dans des communautés qui, à chaque fois qui se trouvent quelque part, réorganisent un peu leur société. Ben, vous voyez, tous les Chinatowns du monde, il n'y a pas beaucoup de communautés, on va dire, qui font ce genre de choses. La Chine, partout, elle arrive, elle se réorganise en tant que la Chine, et donc, toujours ce rapport aussi avec le centre, évidemment, qui est très, très important. Comment la Chine voit le monde? Ben déjà, se rétablir comme puissance unique et centrale de toute l'Asie. Alors, quand on regarde la carte, tout ce qui est en vert, j'irais aujourd'hui, c'est pratiquement acquis. Alors c'est acquis de différentes façons. La Chine ne fait pas comme les Russes, c'est pas forcément une guerre. Hein. Elle va véritablement agir sur le plan économique. On peut dire qu'aujourd'hui, la Chine est le premier partenaire économique de 130 pays dans le monde, ce qui est quand même pas mal. Elle peut aussi agir, par exemple, sur les mers de Chine du Sud, hein, ce que vous avez derrière le premier trait rouge. À l'origine, bon, ça a été posé comme étant chinois. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris les îles, ils ont mis sur des îles des installations chinoises ou des bases militaires, et puis le lendemain matin, ils ont dit c'est chinois. Comme c'est chinois, la zone économique autour devient chinoise aussi, etc. Ils ont essayé de le faire aussi dans l'Himalaya. Alors évidemment, c'est beaucoup plus compliqué. Si on regarde une carte plus précise. Alors le Bhoutan, ils ont réussi. Hein, le Bhoutan, je crois qu'il y a 2 ou 3 étés, ils ont envahi une partie du Bhoutan, ils ont mis une route, ils ont mis un casernement, etc. Ils ont dit cette partie du Bhoutan est chinoise, point à la ligne. Le Bhoutan n'a pas beaucoup d'armée, hein, le pauvre, il a été obligé de s'y plier. Pour les Indiens, c'est plus compliqué, parce qu'ils jouent avec ça aussi, avec l'Inde, beaucoup. C'est-à-dire tous les conflits qu'il y a eu dans l'Himalaya ces 2 dernières années sont sur des territoires évidemment qui sont contestés entre les 2 pays, mais qui en même temps aujourd'hui, la Chine a réussi à récupérer quand même 300 km² dans les différents conflits qui ont eu lieu. Alors même chose, hein, on fait une route, on crée un village, on se positionne et on dit ça devient chinois, point à la ligne. Donc personne ne peut réclamer quoi que ce soit. Donc là aussi, c'est un pays en expansion. Hein, c'est un pays qui remet en question évidemment. Alors on peut se dire, je reprends la carte du début, évidemment, on revient à cette Chine de la base des Qing, mais sur quel, véritablement, profondément, sur quel traité on se base? On peut toujours revenir sur l'histoire. Hein. La France de Napoléon était aussi très très grande. Si on peut reprendre tous les territoires que Napoléon avait envahis, on pourrait toujours se poser des questions. Alors, évidemment, dans la zone, celui qui résiste plus à la Chine pour l'instant, c'est l'Inde. Hein, on voit très très bien les oppositions qu'il peut y avoir avec l'Inde. Mais je serais très modéré parce que pour l'instant, Modi, qui est à la tête du pays, est quand même quelqu'un qui est aussi très autoritaire, qui est en train de faire bouger énormément les lois indiennes, reprise en main de l'Internet, etc., etc., etc. Et donc, c'est d'un pays qui devient de plus en plus autoritaire, enfin, un dirigeant qui est de plus en plus autoritaire. À un moment donné, évidemment, il sera en conflit avec l'Occident.
avec les États-Unis, avec l'Europe, parce qu'il va dépasser des lignes, à mon avis, à un moment donné. Qu'est-ce qui se passera à ce moment-là? Est-ce qu'il restera du côté occidental? Ça serait mieux pour nous. Ou est-ce qu'il passera du côté chinois? L'avenir nous le dira. Hein. Et s'il passe du côté chinois, évidemment, il va rentrer dans un système. Alors la Russie, hein, toujours la Russie, on en parle beaucoup, mais est-ce que les Russes et les Chinois sont amis? Je dirais pas trop. Hein. Ils ont jamais beaucoup. Enfin, depuis les guerres dont je parlais tout à l'heure du milieu du 19e siècle, évidemment, l'Empire russe a envahi énormément de territoires, entre autres une ville qui s'appelle Vladivostok, qui était chinoise. Alors, pour montrer quand même l'obligation de Poutine d'accepter la montée de la Chine sur le plan de la puissance, depuis le début de l'été, les Chinois sont acceptés comme co-gérants à part entière avec les Russes de Vladivostok. Et ça, c'est la première fois que les Russes acceptent depuis qu'ils ont récupéré cette ville. Pour vous dire, si Poutine lâche ça par rapport à ces nationalistes à l'intérieur du pays, etc., c'est que c'est quand même assez grave. Et les Chinois se sont dit, bon, puisqu'ils lâchent, on va tenter autre chose. Ils ont créé une nouvelle carte. Hein, donc dans cette nouvelle carte, vous voyez qu'il y a l'île de Bolchoï qui avait été coupée en deux dans les années 80 avec un traité de paix, donc avec une frontière au milieu, une partie chinoise, une partie russe. Et dans la nouvelle carte que la Chine a publiée très récemment, ben, la partie russe est redevenue chinoise. Donc, oui, à savoir, alors sur une carte pour l'instant, hein, je ne dis pas qu'ils sont rentrés avec des militaires, mais quand la Chine fait ça, c'est qu'elle elle avance ses pions, hein, c'est-à-dire elle montre un peu ses prétentions. Donc, qu'est-ce qui se passera? Moi, je pense que de toute façon, à un moment donné ou un autre, évidemment, les Chinois vont revendiquer de plus en plus de territoire du côté russe, d'autant plus que toute cette partie est importante pour eux, puisque ça leur donne accès véritablement à l'Arctique, hein, donc à tout ce qui est le nord et qui les intéresse beaucoup sur le plan, on va dire, des matières premières, etc., mais aussi des circuits de navigation qui sont en train de se développer avec le réchauffement climatique vers le nord du continent. Donc, voilà. Du côté américain, alors ce qui est intéressant, c'est qu'on voit très bien que les Chinois avaient posé cette ligne en 9 traits. En réalité, ils ont déposé une deuxième ligne qui était une ligne qui va jusqu'à Guam. Guam, c'est un petit camp de base militaire américaine. Et on voit pourquoi déjà les Chinois sont intéressés par ça. Parce que lorsqu'il y a eu l'année dernière le blocage de Taïwan, hein, le 4e conflit dans le détroit de Taïwan, on s'est aperçu que les Chinois avaient envoyé des milliers de drones pour scanner toute la mer autour, au-delà évidemment de Taïwan. Hein, presque pratiquement, et très récemment, on a eu aussi des porte-avions chinois, parce que les Chinois ont des porte-avions maintenant, ou une marine importante, qui sont allés flirter près de Guam pour voir un peu ce qui se passait par là, donc se frotter un petit peu aux Américains. Il faut se dire que la présence américaine, comme vous pouvez voir sur la carte, est très importante. Les Américains ont beaucoup de bases dans cette partie du monde qui date de la fin de la Deuxième Guerre mondiale, évidemment, mais aussi de la guerre froide, hein, vis-à-vis de l'Union soviétique de l'époque, et qui ne l'ont absolument pas du tout quitté. Je dirais même que même en prévision, on va dire, d'un conflit avec la Chine, les Philippines, par exemple, cet été, ont autorisé les Américains à réouvrir 4 bases sur le territoire philippin. Il y a des négociations en ce moment avec le Vietnam, ce qui est intéressant quand même. Il y a eu la guerre du Vietnam, mais malgré tout, les Vietnamiens sont prêts à autoriser les États-Unis à réouvrir une base sur le territoire vietnamien. Donc, on est dans cette confrontation qui est en train de monter avec les États-Unis, avec beaucoup d'images qu'on a comme ça et beaucoup de heurts, hein, évidemment, justement dans cette partie que la Chine s'est accaparée à l'intérieur des 9 traits, la mer de Chine méridionale et la mer de Chine orientale, où de temps en temps, les bateaux chinois rencontrent les bateaux américains et ça frictionne pas mal. On a l'impression, nous, qu'on est très loin de ça. Faites attention, pas si loin. Quand on regarde, la France, c'est le 2e pays en territoire maritime au monde. On a plus de mer d'ailleurs que de terre, hein, si vous voyez sur la carte. Et on a beaucoup de mer, évidemment, en Indo-Pacifique. S'il y a un conflit demain avec les Américains dans cette région, évidemment, on sera appelé à y participer assez rapidement. Donc attention, ça concerne aussi la France d'une certaine manière. Je crois qu'on a 1,6 million de ressortissants français qui vivent dans la zone, dans les différentes îles, etc. Donc attention, la France n'est pas absente de la zone. Voilà. Ça, c'est les grands corridors. Alors, l'initiative de la ceinture et de la route, c'est le vrai nom. Hein, on vous parle des nouvelles routes de la soie, j'aime pas du tout ce terme.
Parce que soit les Chinois l'emploient pas, hein, ils emploient ce terme, hein. Donc soit il a disparu, de toute façon il ne trafique plus la soie. Je veux dire, aujourd'hui c'est les terres rares, c'est les véhicules électriques, etc. Donc attention, à travers cette idée qu'on pose la soie, on trahit un peu l'idée et on ne montre pas ce que les Chinois sont en train de faire en réalité et qui est très important. Qu'est-ce qu'ils avaient décidé de faire à l'origine? Ben, à l'origine, c'était de faire ce qu'ils avaient en Chine, construire des infrastructures, construire des zones économiques comme ils l'ont fait en Chine à partir des années 78, au moment de l'ouverture de la Chine, et le faire ça sur un plan planétaire, hein, pour permettre aux hommes et aux marchandises de se déplacer plus facilement. Donc ils vont assez rapidement, à partir de ces réflexions de 2008, 2013 c'est mis en forme, 2015 c'est vraiment lancé, et à partir de ce moment-là, la Chine va commencer à être un des plus gros prêteurs, on va dire, sur le plan mondial, pour mettre en place des infrastructures. Donc on va avoir énormément de pays. Un des plus célèbres en ce moment que l'on regarde, c'est le train qui va de Kunming, qui ira demain jusqu'à Singapour, qui passe par le Laos, etc. Mais on a aussi de grosses infrastructures qui sont construites en Afrique. Hein. L'Afrique est récipiendaire de beaucoup de choses. Alors combien ils ont investi? 800, 1000 milliards, on n'en sait trop rien à vrai dire. Hein, c'est pas c'est pas, je veux dire, quand la Chine prête de l'argent, quand la Chine se lance dans un projet, c'est pas du tout transparent. Mais je dirais, moi, j'ai toujours faire très très attention parce qu'en ce moment on dit qu'économiquement c'est pas très rentable ce qu'ils ont fait. Mais est-ce que c'est ça qu'ils cherchaient vraiment? Évidemment gagner de l'argent, évidemment avoir accès à des matières premières, évidemment vendre leurs produits dans les pays où ils sont, mais au-delà aussi, faut regarder l'influence qu'a la Chine aujourd'hui sur le plan politique qui est aussi important. Tous les petits points que vous avez dans le monde entier, c'est la présence d'entreprises chinoises un peu partout dans le monde. Donc d'entreprises d'État, hein, je ne parle pas du petit chinois qui ouvre son restaurant, hein. Donc de grosses entreprises d'État qui sont installées sur l'ensemble de la planète, parce que souvent on dit, bon, bah, y a beaucoup d'entreprises étrangères en Chine, évidemment, si on compare le nombre, bon, on va se dire il y a plus d'entreprises étrangères en Chine qu'il y a de Chinois à l'extérieur. Mais nos entreprises étrangères en Chine sont des entreprises privées, ce n'est pas l'État. Hein, ce n'est pas l'État français, ce n'est pas l'État allemand, etc. Tandis que là, on est sur des entreprises qui sont directement en contact avec l'État chinois et qui dépendent de l'État chinois. Alors, ce qui est intéressant dans la prise en main, c'est l'Afrique, par exemple. Quand vous regardez en 2000, tout ce qui est en bleu, ce sont les pays qui avaient le plus, où la France avait véritablement été en tête au niveau des échanges commerciaux. Quand on regarde et progressivement on passe sur la carte suivante en 2019, la France est totalement absente et on vient de perdre très récemment le Mali et surtout le Niger. Hein. Le Niger encore, bon, c'était à peu près égalité, mais on est en train de perdre le Mali, on est en train de perdre le Burkina Faso, on est en train de perdre le Maroc, etc., où véritablement la Chine devient un des plus gros investisseurs au Maroc. Dans la politique, il se prépare à ce qu'on appelle la taxe carbone européenne, hein, qui devrait limiter les Chinois dans l'importation des batteries, des voitures électriques, etc., etc. Donc ils ont décidé de mettre au Maroc leur plan d'assemblage finaux qui va leur permettre de passer au-delà de la taxe, hein, puisqu'il y a des accords spécifiques avec le Maroc. Donc attention, cette Chine est véritablement, sur le plan économique, toujours présente. Il faut toujours se représenter que il y a à peu près une quinzaine d'années, 80% du commerce de la Chine, c'était avec l'Europe et les États-Unis. Aujourd'hui, c'est 50%, et le 50% restant, c'est avec d'autres pays, dont les pays africains et l'Amérique latine. Donc je dis attention, il ne faut pas tout simplement regarder dans le rapport qu'ils ont avec nous, mais de regarder comment ils sont en train de se redistribuer économiquement avec l'Afrique et l'Amérique latine, où véritablement ils ont un poids très très important. Alors évidemment, la Chine utilise beaucoup la dette, hein, c'est-à-dire que par exemple, quand je prends le Laos, hein, je ne vais pas prendre 36 exemples, mais le Laos, ils arrivent au Laos et ils disent aux Laotiens, il vous faut construire un train rapide qui va vous mener jusqu'à Bangkok et Bangkok un peu plus loin jusqu'à Singapour. Et l'idée des Chinois, évidemment, c'est de dire au Laos, vous m'empruntez de l'argent. Laos emprunte de l'argent. La Chine arrive avec ses entrepreneurs, c'est-à-dire pour construire les rails. Elle arrive avec son matériel roulant. Elle arrive avec ses ouvriers. Elle arrive avec ses ingénieurs. Et finalement, elle se fait payer, puisqu'elle a fabriqué des choses. Donc, elle récupère l'argent qu'elle a prêté.
À un moment donné, le Laos ne peut plus payer. Il a même pu payer les intérêts de la dette. Et donc, dans les petits contrats, souvent, nous, on ne les connaît pas, mais je pense que les pays qui le signent le savent, mais ils font comme si ça n'existait pas. Il y a un petit alinéa. Et l'alinéa qui était pour le Cambodge, c'était que le Cambodge devait donner à la Chine la gestion de l'ensemble de son réseau électrique. Et ça, c'est pas que là. Djibouti, par exemple, bon, un autre exemple, pareil, Djibouti s'est endetté vis-à-vis de la Chine. Ça a permis à la Chine de créer sa première base militaire maritime au monde, à l'extérieur de la Chine. Si le Djibouti n'avait pas été endetté, ils n'auraient jamais eu cette base. Hein. Donc c'est un peu le jeu aussi, ce qu'on appelle le piège et la diplomatie de la dette, que les Chinois utilisent beaucoup dans beaucoup de choses. Maintenant, après, ils font des choses qui sont régulières, c'est-à-dire par exemple la prise en main de nombreux ports dans le monde. Hein. J'ai pris l'Europe là, mais je pourrais aller en Amérique latine, je pourrais aller dans l'océan Indien, en Asie, etc. Où les grands transporteurs comme Costco, les grandes compagnies d'État, aujourd'hui ont racheté des parts très très importantes dans la gestion des ports. Là, on a l'Europe simplement. Bon, le dernier achat en date, c'était Hambourg, avec 24,9% qui ont été vendus à la Chine. Mais ils ont aussi le port du Pirée à 100%, hein, qu'ils avaient récupéré au moment des dettes souveraines. La Chine amenait de l'argent et en échange, je vous prends le port du Pirée et je gère le port du Pirée. Ce problème aujourd'hui, c'est que véritablement, pour la Chine, c'est un avantage évidemment. Là, j'étais interrogé très récemment sur cette question. Elle a mis en place des plateformes de logistique numérique qui sont reliés à tous les ports du monde. Donc, ce qui lui permet d'avoir une image assez réelle du transport des matériels, mais aussi potentiellement, ce que disent les Américains, d'avoir le flux de nouveaux des bateaux et donc des bateaux militaires. Et donc d'avoir pour la Chine un regard sur le monde entier, sur tout ce qui se passe. Donc c'est aussi pas innocent. Hein. Déjà, derrière le côté économique, on voit aussi évidemment une Chine très stratégique. Là, ce que vous avez, c'est partout dans cette partie du monde, parce que je pourrais aller ailleurs aussi, mais dans cette partie du monde, là où la Chine est présente militairement. Alors quand c'est un cercle complet, il y a l'armée populaire de libération en tant que telle. Elle est présente en tant qu'armée populaire de libération. Tout ce que vous avez en pointillé, ce sont des bases militaires ou des points militaires qui sont en cours. C'est-à-dire que petit à petit, ça va apparaître, la Chine va être de plus en plus présente. Bon, on pourrait prendre les bases américaines, hein, comme je disais tout à l'heure en Asie. Évidemment, les Américains, s'ils veulent être la première puissance mondiale, il faut qu'ils aient des bases militaires partout. Sinon, ils ne seront jamais la première puissance mondiale, il faut être clair. Hein. Donc, elle prend le pas de ce que font les Américains, évidemment, à droite et à gauche. Donc, là, là, en mer de Chine du Sud, évidemment. Là, c'est la seule base militaire officielle de la Chine à Djibouti. Il y a 3000 soldats en permanence. À terme, les Chinois aimeraient bien qu'il y en ait 25 000. Donc, bon, c'est pas innocent non plus. Voilà. Là, on a une autre base qui va certainement être mise en route l'année prochaine. Les Américains font beaucoup de photos satellites de tous ces endroits. C'est pour ça qu'on a les infos. On est en Guinée équatoriale, à Bata. Et l'organisation du port, c'est pas pour accueillir des navires de containers. Hein. C'est clair que c'est pour attendre évidemment des porte-avions, attendre des sous-marins, etc., etc. Une autre qui est plus proche de l'Asie, c'est évidemment au Cambodge, où on a une base militaire qui est en préparation, qui sera certainement la base militaire des sous-marins nucléaires chinois. Parce que la Chine, malheureusement pour elle, tous les plateaux qui sont autour d'elle au niveau maritime sont très hauts. Et donc, à chaque fois qu'ils sortent un bateau, les satellites américains le voient. Donc, un sous-marin. Donc là, par contre, ils auront un espace où véritablement ils seront tranquilles. En dehors du militaire, il faut voir aussi que l'idée de la Chine, c'est de renverser les démocraties. C'est clair, ils le disent. Hein. Ils n'ont aucun complexe là-dessus. Et donc, quand on regarde les pays qui adhèrent à l'ICR, on va avoir deux cartes. Là, on a une carte de tous les pays qui sont actuellement dans l'ICR. Même il doit en manquer un ou deux parce que c'est 152 pays. Là, c'était une carte à 148, donc il manque quelques-uns. Et si on colle sur cette carte les pays autoritaires dans le monde, on voit que c'est à peu près la même chose. Donc c'est une alliance des pays autoritaires contre les pays démocratiques. Enfin, à quelques exceptions près, hein, mais c'est quand même cette idée derrière. Sous le plan militaire, évidemment, on a quelqu'un qui se manifeste beaucoup en ce moment, c'est les États-Unis, avec Joe Biden, mais déjà avant lui, certains présidents qui voulaient basculer
le centre de l'OTAN dans le Pacifique et plus du tout dans l'Atlantique. Bon, maintenant, il y a eu la guerre de l'Ukraine, donc évidemment, ça change un peu la donne. Mais l'idée, c'est quand même d'aller de ce côté-là. Alors, avec évidemment, nous, en tant que Français, qui passons de temps en temps entre Taïwan et la Chine, dans des territoires censés être comment dire, chinois, surtout au moment où on a des élections en Nouvelle-Calédonie. On sait que les Chinois manipulent énormément les élections et c'est véritablement est-ce que les Kanaks prennent le pouvoir. Étant donné que les Kanaks, dès le UVA, ont récupéré l'exploitation de certaines mines de nickel très importantes et qui ne sont pas allés voir les Français pour développer les mines, ils sont allés voir les Chinois. Et tout le nickel aujourd'hui part en Chine. Donc le lien entre eux est très fort et cette idée d'indépendance d'une Kanaki nouvelle évidemment intéresse beaucoup la Chine. Après, on a aussi les Allemands qui passent de leur côté de temps en temps. Alors, toujours ce que je dis, ce qui est un peu ridicule pour l'Europe, c'est que quand on a un bateau ou un sous-marin nucléaire qui passe, ça fait un peu rire les Chinois. Quand vous avez la 7e flotte des États-Unis qui débarque, c'est autre chose. Hein, ça montre un peu la puissance. Alors, le problème, c'est est-ce qu'on arrivera un jour à faire une Europe militaire? Mais sans une Europe militaire, à mon avis, c'est pas gagné. Alors, l'OTAN. Alors, dernièrement, la dernière réunion, le dernier sommet qui a eu lieu à Vilnius, on a invité quand même pour la première fois le Japon, la Corée du Sud, l'Australie et la Nouvelle-Zélande, pour dire quand même que les alliances sont en train de s'étendre. Les Français sont plutôt opposés à l'arrivée de ces pays. Alors pourquoi on fait ça? Parce qu'on sait que depuis 2001, les Chinois travaillent. Ils n'ont pas attendu la réforme de l'OTAN qui viendra ou viendra pas. Depuis 2001, ils ont créé l'Organisation de coopération de Shanghai. Alors que l'on veut au début un peu économique, un peu tout ça. Bon, finalement, quand on regarde, c'est tout à fait militaire. Ce qui permet à la Chine d'avoir des opérations militaires, des manœuvres, etc., d'exercices avec la Russie en Méditerranée, par exemple. Les bateaux chinois avec les bateaux russes font de temps en temps des manœuvres militaires en Méditerranée pour voir ce qui se passe là-bas, ce qu'ils peuvent faire dans le nord aussi de l'Europe. Ils l'ont fait dernièrement, l'été dernier, ils l'ont fait en Afrique, sur la pointe de l'Afrique, avec l'Afrique du Sud, la Chine et la Russie. Donc il faut bien voir la Chine aussi qui est en train, à travers ses militaires, d'essayer de trouver un peu ce qui fonctionne. Alors je dis toujours, bon, on a des nouveaux pays qui sont arrivants, l'Iran, grand ami de l'Europe, de l'Occident, des États-Unis, et d'autres pays aussi, l'Arabie Saoudite qui est en train apparemment d'aller quand même plus vers cette organisation, on va dire, de coopération de Shanghai, mais cette organisation aussi anti-occidentale de plus en plus. D'ailleurs, vous observez ce qui se passe au niveau de la guerre, guerre, j'espère pas, mais ce qui se passe en Israël actuellement, je serais intéressé de savoir quand même les dessous, parce que ça me paraît quand même un peu suspect, surtout les réorganisations qu'il y a depuis cet été entre les pays arabes, la Chine et la Russie. Donc à voir ce qui se passe derrière. Bon, on peut se dire que ça ressemble à quelque chose qu'on connaît. Si vous étiez à l'ONU et que vous étiez au Conseil de sécurité de l'ONU, vous auriez ce genre de table, sauf que là, vous êtes à l'OCS. Donc on voit très bien la Chine se mettre en position de mettre en place des organisations internationales qui ressemblent beaucoup aux existantes, mais dans lesquelles ils sont au cœur. On va le voir maintenant à plusieurs reprises, évidemment. Bon, les dépenses militaires de la Chine, certes, pas aussi importantes que les États-Unis, mais quand même, entre 2000 et 2019, c'est 521% d'augmentation du budget militaire chinois. Sur la même période, on est à plus 54 du côté américain. Mais je dis toujours, attention, la Chine, elle a une chose que les Américains n'a pas, une chose que les Américains ont, c'est-à-dire des bases militaires, comme vous avez vu, dans le monde entier qu'il faut entretenir. Les Américains interviennent sur tous les conflits mondiaux. Donc tout ça coûte très cher. Les Chinois, ils n'ont de l'argent que pour renouveler ou faire de la recherche pour faire des nouvelles armes. Donc évidemment, ça donne quand même une capacité. Alors aussi, la Chine est de plus en plus une puissance nucléaire. Elle a refusé de siéger avec les Russes et les Américains. C'était au moment de Donald Trump. Ils voulaient organiser une nouvelle conférence dans laquelle les Chinois seraient incorporés pour véritablement discuter du nucléaire. La Chine, c'est officiellement 320 têtes nucléaires, mais on pense plutôt 410 ogives nucléaires. Et à terme, c'est-à-dire en 2035, les Chinois veulent arriver à 1500 têtes nucléaires. Et donc, à partir de ce moment-là, peut-être ils rentreront en discussion avec les Russes et les Américains pour essayer de poser les choses, pour éviter d'aller vers une guerre nucléaire. Maintenant, je dis toujours, attention, l'Asie, c'est le seul endroit au monde où il y a eu 2 bombes nucléaires qui ont éclaté.
ça n'empêche pas les Japonais de continuer à vivre à Hiroshima ou à Nagasaki. Attention, les Chinois n'ont pas peur de ça. Hein, la doctrine sur l'utilisation nucléaire a beaucoup changé. Au démarrage, elle était défensive. Aujourd'hui, elle est plutôt offensive que défensive. Donc ça change quand même beaucoup les choses. Là, c'est un changement dans le monde. On ne va pas trop s'attarder, mais plus on est foncé, plus les populations de ces pays sont aujourd'hui ont une perception dégradée de la Chine. Et ça, c'est depuis l'arrivée de Xi Jinping, on va dire, aux alentours des années 2012-2013, où progressivement, l'ensemble des pays vont plutôt voir la Chine comme étant un pays agressif, un pays dangereux, plutôt qu'un pays de collaboration, comme peut-être on l'a vu en 78 au moment de l'ouverture de la Chine et les années 80 telles qu'on l'a vécu, hein, où on disait, bon ben voilà, la Chine s'ouvre. Alors avec cette doctrine qui était un peu une erreur de la part de l'Occident, que si on a apporté l'économie libérale, le libéralisme démocratique est arrivé derrière. Bon, on peut toujours penser la question, pour l'instant ce n'est pas le cas. Donc on a aussi évidemment du côté français ceux qui apparemment en Europe, bon, plus que les Français s'inquiètent, les Allemands évidemment, je crois que ça doit être la Suède, mais les Français, on est quand même aussi de plus en plus inquiets de la position par rapport à la Chine, par rapport à comment elle se présente. Alors, je me suis dit, tiens, je vais regarder un peu du côté des Chinois, qu'est-ce qu'ils pensent de nous. Alors, la préférence des Chinois, apparemment, si on regarde dans le monde entier, la France est pas mal positionnée, 39% pour les visites touristiques. Alors, évidemment, en ce moment, ça va redémarrer. Hein. Ça, c'était des sondages un peu, qui des sollicitations, mais enfin, pour l'instant, ils ne peuvent pas trop voyager. Pour les études, on est quand même aussi accueillant, 16%. Et puis, sur le plan du travail, 13%. Et sur le plan de l'émigration, 6%. Bon, donc on fait partie quand même du peloton de tête avec l'Australie, le Canada, les États-Unis. Hein. Donc, dire qu'ils nous aiment bien quand même. Hein, pour ça, Alors, comment la Chine veut devenir leader mondial? Vous avez entendu parler des BRICS. Vous avez peut-être pas entendu parler du G77, mais qui s'est réuni peu après. Le G77, c'est à l'origine 77 pays qui ont soutenu la Chine pour que la Chine rentre à l'ONU. Toujours se souvenir qu'à la création de l'ONU, c'est Taïwan qui est à l'ONU. Et la République populaire de Chine ne va rentrer à l'ONU qu'en 71. Et ça, pour les Chinois, c'est une meurtrissure totale. Ce qui va expliquer, ce que je vais expliquer après, l'idée de la Chine, évidemment, de casser l'ONU, de casser les structures internationales pour en créer d'autres. Donc là, on est un peu dans cet esprit avec les BRICS. Hein, les BRICS, au démarrage, c'est bon, quelques pays. Et puis, là, il y en a 6 qui vont arriver, évidemment, pour compléter. Mais l'idée de la Chine, avant l'été, c'était d'en incorporer une quarantaine. Apparemment, il y a eu beaucoup de réticence du côté indien qui a freiné les choses pour éviter de voir arriver massivement, on va dire, un certain nombre de pays qui risquent d'être plutôt favorables à la Chine qu'à l'Inde. Hein, donc il y a aussi des petites batailles à l'intérieur qui évidemment ne sont pas réglées et qui vont continuer. Bon, l'organisation des BRICS, de toute façon, ce n'est pas du tout le G7 ou le G20, hein, c'est beaucoup plus complexe que ça. Et donc ça demande aussi à être organisé d'une manière plus stricte. Le G77, c'est 134 pays. Quand la Chine a vu que le BRICS plus 6, bon, d'accord, ok, très vite, ils ont réactivé le G77 pour relancer un peu la Chine sur son influence à l'extérieur. Qu'est-ce qui est constitué véritablement aujourd'hui sur les organisations internationales? Je dirais le futur FMI et Banque mondiale, si les Occidentaux et les Américains, entre autres, ne font pas de réformes rapides. Alors, aujourd'hui, on a appris que pour le FMI, la directrice du FMI venait d'annoncer qu'ils allaient donner un siège supplémentaire à l'Afrique au sein du FMI, de la direction du FMI. Bon, on va voir. À mon avis, ça ne suffira pas. Donc, qu'est-ce qui se passe au niveau de la banque, des infrastructures et des investissements asiatiques? C'est une structure chinoise. Donc, c'est un bâtiment maintenant qui est à Pékin, qui est là. D'ailleurs, on aura un second bâtiment, ça a été décidé mi-2022, qui va être créé à Abu Dhabi. Et il y aura 6 autres succursales ensuite qui vont être créées dans le monde. Donc ça prend vraiment le chemin du FMI et de la Banque mondiale. Sauf que là, évidemment, ce n'est plus les Américains qui sont au centre. 30%, on va dire, des actions à l'intérieur de la banque, c'est la Chine. Et vous auriez à peu près le même rapport si vous alliez du côté FMI, Banque mondiale, avec les Américains. La Chine est en train d'essayer de déstructurer tout ce que les Américains et les Occidentaux ont mis en place à la Deuxième Guerre mondiale pour restructurer quelque chose dans lequel ils sont centraux. Hein, c'est leur tactique.
Bon, pourquoi pas, hein, mais il faut quand même le regarder aussi. Le cybercontrôle autoritaire, je vous ai parlé beaucoup du contrôle à l'intérieur de la Chine, évidemment. On a évidemment dans tous ces pays de l'initiative de la ceinture de l'ICR, ou BRI en anglais, on a énormément d'entreprises chinoises qui sont présentes, ZTE, Huawei, etc., qui vendent du matériel à tire-larigot, mais ils ne vendent pas que du matériel. Ils vendent aussi de plus en plus un système de surveillance de masse aux pays autoritaires qui sont en place. Bah, si vous prenez le système de surveillance de masse chinois pour la Chine, bon, il y a la doctrine chinoise, point. Mais si vous allez en Iran, bah, si vous mettez, je sais pas, la charia, bah, c'est la charia qui sera autour, mais ça n'empêchera pas que le système de surveillance peut être utilisé. Je dirais que c'est un système qui n'a pas d'odeur. Hein. Il a l'odeur de la doctrine qu'on met derrière, de la coercition qu'on met derrière. Donc ça, c'est l'avantage de la Chine, c'est l'avantage aussi de ces entreprises. Et on a beaucoup de pays qui sont très avancés dans la mise en place, entre autres la Birmanie, le Bangladesh, le Cambodge, le Kyrgyzstan, le Népal, l'Ouganda, l'Équateur, le Pakistan, le Zimbabwe et la Malaisie. Hein, vraiment, ils sont très très en avance dans la mise en place de ces systèmes de surveillance. Bon, là, on a une autre carte avec du matériel technologique de surveillance installé par les Chinois. On en a quelques-uns au cœur de l'Europe quand même. Bon, on a eu des tentations aussi en France, hein, avec, comment il s'appelle, dans le nord de la France, je ne vais pas retrouver le nom, mais pas très loin de Lille, une ville qui avait commencé à mettre en place des caméras Huawei, etc., de surveillance faciale, reconnaissance faciale. Donc nous aussi, de toute façon, on va glisser vers ça. Hein. Je dis toujours, ce qui est intéressant d'observer en Chine dans ce système-là, c'est tout ce qui nous arrivera demain si on ne fait pas attention. Hein, c'est pour ça qu'il faut s'intéresser véritablement à ce qu'ils font, parce que, évidemment, un jour ou l'autre, on ira. Alors, la Chine, ce n'est pas le pays le plus de liberté sur le plan de l'Internet. L'Internet est totalement contrôlé de A à Z, ce qui n'est pas le cas chez nous. On est dans un intranet. Hein, les Chinois ne peuvent pas aller à l'extérieur, comme il nous est très difficile d'aller à l'intérieur et de plus en plus maintenant. Donc, on est véritablement dans un contrôle total. Alors, les Chinois avaient posé pendant la période du Covid l'idée d'un Internet souverain. Alors, ils l'ont d'autant mieux fait qu'ils étaient à la tête de l'Union internationale des télécommunications à l'époque, et donc ils avaient posé ça comme étant l'Internet de demain. C'est fini l'Internet mondial, mais chaque pays a des frontières avec son Internet et gère son Internet à l'intérieur. Il y a des pays qui sont en train d'y aller. Hein. La Russie, je pense, va y aller, etc., etc. On va voir évoluer le monde dans ce sens-là, plutôt que dans le monde tel que le voyaient les États-Unis à l'époque. Alors, la Chine, c'est toujours une pensée holistique. Il y a ce qui existe, il y a ce qu'on veut faire, mais il y a aussi ce qui existe. Alors, ce qui existe, il faut le changer. Donc, l'idée de le changer, c'est ce que j'appelle siniser les organisations internationales. L'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, je reviendrai tout à l'heure sur cette problématique, mais ils sont à la tête de l'organisation, ce n'est pas par hasard. La Commission des limites du plateau continental, c'est tout ce qui délimite les zones exclusives maritimes, donc pas par hasard, hein, quand on prend ce genre de poste. La task force financière, il l'avait à un moment donné, étant donné que, on va dire, 50% des comptes dans les paradis fiscaux, c'est chinois. Donc, et généralement, évidemment, les dirigeants. Donc, il vaut mieux quand même contrôler ce qui se passe. L'Organisation pour le développement industriel, l'Organisation pour la télécommunication, je l'ai dit tout à l'heure, mais aussi, bon, ils ont eu Interpol à un moment donné, donc ce qui leur permettait quand même de contrôler leur population à l'extérieur. Le directeur d'Interpol a été arrêté en Chine pour des questions de corruption, il a disparu. Donc on s'est dit, bon, tant mieux, il n'y aura plus de Chinois. Ben non, on ne comprend pas trop, Interpol est en train de réfléchir à remettre un Chinois à la tête. Allez savoir pourquoi. Et ce qui est très intéressant sur le Conseil des droits de l'homme, par exemple, c'est qu'aujourd'hui, la Chine n'est plus du tout condamnée. Hein, quand il y a eu le rapport sur le Xinjiang, très très rapidement, des tas de pays se sont mis autour de la Chine pour empêcher à ce que ce rapport soit discuté en séance plénière, mais soit discuté au sein des droits de l'homme. C'est pour ça aussi que l'ONU ne fonctionne plus. Hein, l'ONU, sur certains plans, dépend véritablement toujours de la volonté de la Chine, et ça pose véritablement un problème sur sa réforme. Je pense que si on ne réforme pas l'ONU, l'ONU disparaîtra et nous aurons d'autres choses à la place. L'organisation sur le plan de la propagande, sur le plan de l'organisation de l'information, la Chine a organisé ce qu'ils appellent Belt and Road News Network, avec CGTN qui est au centre et le quotidien du peuple, et qui donc innerve aujourd'hui, il y a 182 membres, 86 pays, hein, beaucoup africains,
qui vivent aujourd'hui, sont biberonnés par l'information chinoise et qui donc transmettent de l'information chinoise et une vision de la Chine, évidemment, vis-à-vis du reste du monde. Sur le plan culturel, c'est un peu un UNESCO chinois. Alors il y a une partie scientifique que je n'ai pas mis, qui s'appelle l'ANSO, où il y a 45 pays autour, avec des scientifiques qui sont autour de la Chine. Mais là, je prenais des choses plus précises. La création d'une alliance asiatique culturelle de conservation de l'héritage culturel. Ça a été mis en place en octobre 2022, parce qu'en octobre, dans cette période-là, normalement, Madame Azoulay, qui est la présidente de l'UNESCO, devait prendre sa retraite, et ça devait être une Chinoise qui devait être nommée à sa place. Comme la Chinoise n'a pas été nommée, immédiatement, d'emblée, ils ont créé une organisation nouvelle sur le plan culturel. À chaque fois, ils font ça maintenant. Hein. Ils sont contestés, ils créent une organisation nouvelle. Ils ont été contestés sur le Covid. Eh ben, je peux vous dire qu'aujourd'hui, ils ont mis en place une structure, je pense que je l'ai mis après, mais qui est un nouveau CDC qui est en Afrique avec des succursales qui commencent à être construites un peu partout dans le monde. Ils ont créé la première école du Parti communiste chinois dans la pointe de l'Afrique. Donc aujourd'hui, ils forment les dirigeants quand même d'Afrique du Sud, du Mozambique, de l'Angola, de la Namibie, de Zimbabwe, de la Tanzanie. Hein, beaucoup de gens passent par là. Donc ça crée des liens quand même très forts avec la Chine. Donc, attention sur ces systèmes. Alors, pour être pour aller vers la conclusion, pour se dire que il est vrai que pendant un certain temps, l'Occident a observé la Chine. C'est-à-dire qu'on n'a pas eu beaucoup de réactions. C'est-à-dire qu'on s'était dit, tiens, les routes de la soie, ça ne va pas marcher, ci et ça. Alors, vous avez vu, les routes de la soie, ce n'est pas simplement économique. C'est aussi, même si ça coûte 1000 milliards de dollars, je trouve que l'influence qu'a pris la Chine en Afrique, en Amérique latine, en Eurasie, etc., est tellement importante que ça vaut 1000 milliards de dollars. Je pense que s'ils n'avaient pas fait ça, ils n'auraient pas réussi. Donc après, il faut voir les enjeux. Hein. La Chine, comme je disais tout à l'heure, c'est une pensée holistique. Donc on a toujours, nous, on regarde, parce qu'on regarde économique, mais je pense que ce n'était pas simplement économique, c'est aussi militaire, hein, vous l'avez vu. Donc derrière, ça engage quand même beaucoup de choses. Et là, quand même, depuis 2021, on a quand même des réactions avec la création de nouveaux fonds. C'est-à-dire que l'ensemble on va dire les États-Unis, le Japon, l'Australie, l'Europe, on a l'Inde, encore l'Australie, le Japon, tous ces fonds, aujourd'hui, c'est à peu près 1000 milliards de dollars à disposition des pays émergents. C'est-à-dire qu'on est en train de dire, vous n'avez pas besoin de frapper seulement à la porte de la Chine. D'abord, quand vous frappez à la porte de la Chine, les taux d'intérêt sont très très importants. Hein, c'est à peu près entre 2 et 6% du côté chinois. Quand le FMI et la Banque mondiale prennent de l'argent, c'est 0,2. Hein, on voit bien les différences. Donc là, ils se disent, vous pouvez frapper maintenant à la porte de l'Occident, on va vous mettre ce fonds à disposition pour faire des prêts. Alors, est-ce que ça va marcher ou pas? Oui, parce que par rapport à ce qui s'est passé dans les années 2000, c'est que quand l'Europe, par exemple, prêtait de l'argent à un pays africain, il demandait à ce qu'il y ait une évolution démocratique. Aujourd'hui, on ne demande plus rien. Les valeurs sous le tapis. Donc, évidemment, ça va marcher. Et la nouvelle route de la soie, celle que les Occidentaux sont en train de préparer, alors dedans, on a ça a été fait au G20, hein, donc c'est récent, en septembre 2023, mais pour dire qu'on avance, vous voyez le trait rouge, qui va être la première route occidentale, entre guillemets, de genre ICR, et dans laquelle on va réunir les États-Unis, l'Inde, l'Arabie Saoudite, l'Union européenne, la France, l'Allemagne et l'Italie, qui vont investir pour transformer ces ports, hein, à nouveau, mais aussi pour créer des câbles sous-marins, des câbles Internet, et aussi de travailler sur tout ce qui est environnemental. Parce que la Chine est aussi très critiquée, évidemment, sur les pays, les 150 pays, 152 pays qui participent à l'ICR. Elle est très critiquée sur son impact écologique. Hein, la Chine fait à peu près n'importe quoi. Elle vend son ciment, elle vend son béton, elle vend tout ce qu'on veut, mais écologiquement, c'est quand même pas terrible. Quelles sont les choses qui peuvent véritablement freiner la Chine? Économique déjà. Il faut quand même regarder, c'est vrai que je l'ai dit tout à l'heure en début, la situation économique de la Chine pour l'instant financière n'est pas très bonne. On a le problème évidemment de tout ce qui est de la construction de l'immobilier avec successivement de grandes compagnies chinoises qui sont en train de faire faillite.
qui entraîneront la Chine ou pas, on verra par la suite, parce que derrière, c'est souvent des emprunts qui sont faits aux banques chinoises ou aux banques locales. Il y a 4000 banques locales qui sont totalement en faillite en Chine. Donc, à un moment donné, il faudra bien que ça sorte. Je veux dire, comment dire, la dette aujourd'hui de la Chine, alors c'est souvent une dette intérieure, à l'inverse de peut-être des États-Unis qui est une dette extérieure. C'est-à-dire les Chinois, finalement, le gouvernement chinois utilise l'argent qui a été accumulé par sa population dans la montée de la Chine sur le plan économique. On est un peu dans le phénomène, on parle de japonisation, c'est plutôt de l'argent interne. Mais c'est quand même une dette qu'on estime aujourd'hui de l'ordre, alors si on prend dette publique, dette privée, dette des entreprises, on est entre 280 à 300% du PIB. Ce qui commence à être important, c'est plus important que la France. Donc, le problème, c'est que les Chinois ne consomment pas, ils ont peur. Il n'y a pas de filet de protection en Chine. Donc, pas de filet de protection, on met de l'argent de côté pour sa retraite, pour la maladie, pour l'éducation des enfants. Et donc, évidemment, la consommation ne marche pas. Et puis, évidemment, comme la Chine a essayé de bouger de l'usine du monde vers donc, moins d'exportation, on va dire sur le plan de base, plus de pantalons, plus de chaussures, ça ne m'intéresse plus. Donc, mais on est dans une transition, c'est-à-dire avant de pouvoir, ils vont commencer à exporter leurs voitures. Mais bon, voilà, voir les décisions européennes sur la possibilité d'acheter une voiture chinoise et de se faire rembourser, de se faire prendre en partie une aide par le gouvernement français, ça va être difficile. Donc je pense qu'on va mettre des freins aussi à l'arrivée des voitures chinoises qui va leur poser un certain problème puisqu'ils sont en train d'en fabriquer. Il va bien falloir qu'ils les vendent. S'ils ne les vendent pas, évidemment, les entreprises vont avoir des problèmes. Mais je crois qu'on ne refera pas la bêtise des panneaux solaires. Les panneaux solaires, ils ont détruit totalement l'industrie européenne du panneau solaire en vendant des panneaux solaires à des prix défiant toute concurrence. Je crois qu'on ne va pas recommencer, j'espère. Le second problème pour la Chine, pour moi, c'est manger. Et oui, la Chine, ça a toujours été un pays où il y a toujours eu des problèmes de nourriture. La dernière famine, c'est 1964, c'est pendant la révolution culturelle, où il y a des centaines de milliers de gens qui vont mourir de faim. Et puis, on est dans une situation aujourd'hui où la Chine est en train de vivre des catastrophes climatiques comme jamais elle n'en a connu comme nous. C'est-à-dire que c'est pas le fait qu'ils ont toujours eu des inondations, ils ont toujours eu des sécheresses dans toute leur histoire. Sauf qu'aujourd'hui, l'accentuation à cause du dérèglement climatique fait qu'elle se retrouve dans des... là, c'était cet été à Pékin, où véritablement la ville, encore là, la cité interdite, elle a un peu d'eau. Mais si on avait laissé l'eau rentrer, véritablement, je pense que les bâtiments que l'on voit là, l'eau serait un peu plus haut. C'est-à-dire qu'on a surtout inondé tous les villages autour de Pékin pour éviter que l'eau rentre dans la ville. Donc, évidemment, quand on est là-dedans, on a un problème de récolte. Et je pense que les Chinois, de plus en plus, aujourd'hui, ils achètent, un chiffre 2004, ils achetaient ils avaient un déficit sur le plan d'achat de nourriture à l'extérieur, on va dire de 4 millions d'euros. 10 ans plus tard, ils sont à 124 milliards. Donc, et ainsi de suite. Et on voit progressivement que le gouvernement met en place différentes choses. Alors, le président chinois, par exemple, les Chinois se sont battus très longtemps pour augmenter leur surface forestière. La Chine, on va dire, à un moment donné, n'avait que 10% de surface forestière. On va dire qu'ils ont gagné 10%, donc ils sont à 20-21% de la surface forestière aujourd'hui. Et l'été dernier, le président chinois a dit couper les forêts pour remettre des champs. Donc ça veut dire qu'ils ont vraiment un problème. Et l'alternative, évidemment, pour la Chine, je dirais dans un deuxième temps, c'est de trouver de la nourriture à l'extérieur. Ce n'est pas par hasard qu'ils sont au Laos. Le Laos, quand les Chinois ont commencé à rentrer au Laos, la couverture forestière du Laos, c'était 70% du territoire. Depuis que les Chinois sont arrivés, il y a 21% de la surface forestière qui a disparu. Ainsi de suite. Et donc, évidemment, je dis souvent, Taïwan, on parle de guerre avec Taïwan, mais pour moi, c'est pas très important, parce que Taïwan, de toute façon, quelque part est chinois, par les accords qu'on a passés. Je veux dire, dans les années 70, il fallait réfléchir. Fallait dire, quand le général de Gaulle, en 64, reconnaît la Chine, il reconnaît l'intégrité territoriale de la Chine, dont l'appartenance de Taïwan à la Chine. Bon, on va fêter les 60 ans l'année prochaine. Donc, on n'a pas réfléchi trop. Mais pour les Chinois, le problème pour les Américains, ça ils en sont conscients, c'est que s'il y a conflit, ça sera à nouveau un conflit territorial, mais ça ne sera pas Taïwan. Moi,
j'exagère peut-être un peu, je le verrai peut-être pas, mais je pense que ça sera plus l'Australie, plus la Nouvelle-Zélande, que les Chinois contestent comme étant des terres, on va dire, blanches, au sens ethnique du terme. Hein. Moi, je suis toujours sur les petits trucs, j'aime bien les petits symboles. Il y a pas l'été d'avant, des archéologues chinois ont retrouvé une statue sur une plage australienne qui datait de la dynastie des Han. Et évidemment, le nationaliste chinois, en disant, vous comprenez, les Chinois étaient en Australie avant les Blancs. Donc il n'y a pas de raison qu'on n'y retourne pas. Mais oui, mais attention à ce genre de petits clignotants, qui sont des petits clignotants qui montrent aussi le positionnement de la Chine sur le plan international et comment elle voit les choses. C'est-à-dire elle est au centre du monde et le monde, elle l'utilise selon ses besoins. Ses besoins étant, on va dire derrière, toujours la pérennité de ce parti communiste chinois qui est au pouvoir, qui doit fêter ses 100 ans en 2049. Hein, c'est quand même l'objectif. Donc toujours avoir ça en tête. Si demain, là, évidemment, le Parti communiste chinois disparaît, je vous parlerai de la Chine, j'espère, différemment. Mais pour le moment, c'est lui qui est au pouvoir. Voilà. Merci à vous. Je n'ai pas été trop long. Si ça marche, voilà. Merci beaucoup pour cet exposé qui nous montre bien comment la Chine réorganise le monde. Je voulais il nous reste un quart d'heure, 20 minutes, donc on peut prendre une ou deux questions. Et le temps qu'on réfléchisse à notre question, j'ai oublié dans la petite page de pub que j'ai faite au début de cette conférence qu'actuellement en mission étrangère, on a une exposition sur les rives du fleuve Amour. Donc c'est l'exposition à côté de la chapelle dans la salle d'exposition qui est libre d'accès et c'est sur une mission au nord de la Chine en Mandchourie de 1838 à 1949. Donc si après la conférence vous voulez aller la visiter, vous êtes les bienvenus. Alors je prends une ou deux questions. Allez-y. Oui, bonjour. Bonjour monsieur, trois petites questions courtes. Bon. Qu'avez-vous pensé avec le recul du voyage du président Nixon en 72 ? Vous n'avez pas parlé de Hong Kong et Macao. Et d'autre part, qu'est-ce que c'est que ce prix Confucius ? C'est pour contrecarrer les prix Nobel ? Oui, tout à fait. Le prix Confucius, je réponds d'abord au prix Confucius de la paix. C'est un prix qui a été mis en place après l'attribution du prix Nobel de la paix à Liu Xiaobo, dont vous entendez parler ces jours-ci, en 2010. Donc l'année d'après, la Chine s'est mise en position de mettre un prix Confucius. Non, je sais pas, c'est le micro, hein, je peux pas. Le prix Confucius de la paix, peut-être plus comme ça. Voilà. Bon, le prix Confucius de la paix. Le premier qui l'a eu, c'est Poutine. Mais après, vous avez Mugabe, vous avez Hun Sen, etc. Et il n'est plus attribué maintenant depuis 2018, si je ne me trompe pas. Cette année, il ne le sera pas à nouveau, puisque c'est une Iranienne qui l'a eu. Mais si vous aviez eu, je ne sais pas, Jimmy Lai, qui est le patron de presse de Hong Kong, qui va être jugé à l'automne, on l'aurait eu, à mon avis, nous aurions eu un nouveau prix Nobel, un nouveau prix Confucius de la paix. À chaque fois qu'ils sont mis en contradiction, ils créent quelque chose qui ressemble à ce qui existe. Hein, c'est un peu leur jeu. Alors après, Macao et Hong Kong, parce que c'est réglé. On n'en parle plus, maintenant c'est intégré. La Chine avait, je ne sais pas si vous vous souvenez, pour remonter sur l'histoire, c'est qu'en 97, pour Hong Kong et en 99 pour Macao, la Chine avait dit un pays de système, c'est-à-dire qu'elle reprenait tout ce qui était diplomatique et militaire sur ces deux entités, mais qu'elle laissait totalement libre l'école, la religion, l'économie, etc. Et finalement, à partir de 2019 et 2020, avec les manifestations successives qui ont eu lieu de la part des Hongkongais, surtout des jeunes, pour aller un peu plus loin dans la démocratisation de ces deux zones. Évidemment, ils ont perdu. La Chine a mis en place en 2020 une loi de sécurité nationale qui lui permet aujourd'hui de reprendre tout en main. Si vous regardez le nouveau LegCo, qui est l'Assemblée nationale locale, on va dire, il y a sur 90 membres, il n'y a qu'un seul membre qui ne s'est pas affirmé contre le Parti communiste chinois. Tous les autres sont pour le parti. Donc ça veut dire que c'est réglé. Tout ce qui passe aujourd'hui, tout le monde est arrêté de toute façon. Hein. C'est 148 000 Hongkongais qui avaient quitté le territoire avant l'été, définitivement pour aller vivre ailleurs. Hein. Mais on a aussi 170 000 Chinois riches, des riches,
qui ont quitté en 2022 le territoire chinois pour habiter en Australie, au Canada et ailleurs, et qui ne reviendront jamais en Chine. Attention. 72 Nixon, bah, c'était une bonne chose. Je pense qu'on a donné la chance à la Chine peut-être de revenir dans le concert international. Bon, c'est aussi une période où il y avait des problèmes avec l'Union soviétique de l'autre côté. Donc les Américains jouaient un peu sur ça aussi. Et donc l'idée Alors, le problème de 72, c'est le traité par rapport à Taïwan. C'est vrai que les Américains aussi ont reconnu l'intégrité territoriale de la Chine. Donc ça, c'est un petit peu dommage. Alors il y a, comment ils appellent ça, le Defense Act, je crois, de Taïwan, qui autorise les Américains à vendre des armes à Taïwan pour se défendre en cas où les Chinois, enfin les communistes les attaqueraient. Mais c'est pas dit que les Américains enverront des militaires, des GI, ça j'y crois pas du tout. Oui, vous venez de parler de l'exode de riches chinois. Comment vous interprétez l'exode des cerveaux chinois, en particulier les meilleurs étudiants qui continuent à faire leur thèse à Stanford ou MIT? Et c'est un nombre qui ne faiblit pas, d'une part, et d'autre part, les statistiques montrent que 50% restent aux États-Unis et 50% reviennent en Chine. Donc comment vous voyez ça? Alors, c'est un problème complexe, les étudiants. Ça faiblit pas, oui et non. Ça faiblit dans le sens où l'autorisation qu'ont les étudiants chinois d'être dans des secteurs top niveau aux États-Unis sur le plan de la recherche, surtout des secteurs qui sont duals, qui sont d'un côté civil et du côté militaire, aujourd'hui c'est très très dur pour un Chinois d'entamer des études ou d'aller faire des stages dans des entreprises américaines à très haut niveau. Parce que la peur, c'est l'espionnage, évidemment. L'espionnage. L'espionnage, il existe. On ne peut pas dire le contraire. Donc, ces étudiants-là, ils ont de plus en plus de mal quand même d'arriver aux États-Unis. C'est bouclé. États-Unis, Grande-Bretagne, Australie, Japon, Corée du Sud, tout ça c'est fermé. En France, on ne fait rien pour le moment. Bon, on attend. La centrale Supélec, je les vois arriver. Mais ce que je sais, c'est que depuis quand même, de l'autre côté, c'est qu'en France, depuis, on va dire, une vingtaine d'années, tous mes étudiants chinois qui veulent faire un stage dans des entreprises, on va dire le nucléaire, par exemple chez EDF, ne sont plus pris. Dans le nucléaire ou dans tout ce qui peut être armement, enfin tout ce qui est utilisé dans l'armement. Toutes ces grandes entreprises françaises ne prennent plus d'étudiants chinois en stage. C'est fini. Donc c'est complexe. Donc c'est pour ça aussi que je dirais pour un Chinois aujourd'hui, quelque part, il a plutôt intérêt de rentrer chez lui, parce que de toute façon ici, il va être très très vite bloqué dans sa capacité de monter dans les boîtes. Donc forcément, à un moment donné, il rentre. Ou alors, il faut qu'il déteste le régime totalement. Mais après, il y a l'argent. Bon. Et les Chinois ont beaucoup d'argent. Voilà. Merci beaucoup, professeur Wang, pour votre présentation très claire et très intéressante. Pour la protection américaine pour Taïwan, c'était lors des accords de San Francisco de 1979. Moi, j'ai deux questions. D'abord, le système bancaire chinois, UnionPay, pour éviter de passer par Visa et Mastercard. On voit que dans toute l'Europe et même aux États-Unis, les Chinois utilisent ce système UnionPay. Est-ce que ça se développe en Afrique pour se débarrasser de Visa et Mastercard en Afrique? Et deuxièmement, ma question, c'est plutôt au niveau de l'ONU, la crédibilité de l'ONU. On voit qu'à l'ONU, comme dans toutes les institutions onusiennes, il y a une présence massive des Chinois dans la direction. Il y a quelques années, avant le Covid, au Palais des Nations, on montrait tous les bienfaits de la Chine avec les Ouïghours qui apprennent le chinois. Et en fait, sur le terrain, les Ouïghours souffrent beaucoup. Et au Palais des Nations, on montrait le contraire. Voilà, merci. Alors, sur le plan bancaire, l'idée de la Chine, on va dire, au-delà du UnionPay, c'est de positionner le yuan comme étant une monnaie de référence et une monnaie de réserve, etc. Maintenant, ce n'est pas encore le cas, parce que le problème de la Chine, fondamentalement, c'est la transparence. S'il n'y a pas de transparence sur ce qui se passe sur le plan bancaire en réalité, comment on peut avoir confiance dans le yuan? C'est une question.
au moins du côté de l'euro ou du côté comment dire, du dollar, pour l'instant, on a quand même des informations qui permettent pour les gens qui jouent qui ont de l'argent de le placer, etc., etc. Du côté du yuan, à mon avis, c'est pas demain la veille. Pour l'instant, pourquoi le yuan fonctionne? C'est parce que la Chine a commencé à mettre en place, on va dire, l'idée que pour acheter du pétrole en Arabie Saoudite ou au Venezuela, maintenant ces pays-là achètent en yuan. Bon, ils ont passé des accords, mais c'est des accords très spécifiques, on va dire bilatéraux. Pourquoi l'union de paix? Bon, ça fonctionne parce que, évidemment, c'est grâce à la guerre de l'Ukraine qui a engagé un certain nombre de pays qui sont, ou même des Iraniens, qui sont un peu mis sur le bas-côté du monde, d'utiliser un système de paiement qui existe et de passer par ce système de paiement. Pour l'instant, ça ne me paraît pas central, parce que je pense que la Chine n'a pas les moyens, je veux dire, de véritablement persuader, on va dire, toutes les grandes banques mondiales occidentales, qui sont quand même les principales, à venir à accepter le yuan en tant que monnaie d'échange ou de monnaie de réserve. C'est pas pour demain. Ça va peut-être se faire progressivement, mais c'est pas pour demain. Bah, l'ONU, c'est ce que je disais tout à l'heure, l'ONU est mort. Hein, je veux dire, c'est pas simplement les Chinois, c'est tous les pays autoritaires qui prennent la Chine comme leader, qui s'organisent autour d'elle et qui, à chaque fois, vont dans le sens de la Chine pour contrecarrer, on va dire, les pays occidentaux sur le plan des droits de l'homme, mais sur des tas de problèmes aussi. Donc, de toute façon, on ne s'en sortira pas, c'est compliqué. Sauf si on est véritablement, hein, moi, ce que je prône depuis maintenant pas mal de temps, une réforme complète de l'ONU. C'est-à-dire qu'il faut aussi se rendre compte que, je prends souvent cet exemple, le Nigeria, qui est un des pays les plus peuplés au monde, enfin un peu peuplé en Afrique, il a moins de droits de vote que la Belgique. Il faut réfléchir après. Hein. C'est-à-dire, évidemment, si on veut voir revenir ces pays dans des circonstances où véritablement on va faire quelque chose ensemble, il faut aussi leur donner, en fonction de ce qu'ils sont, une capacité de vote, une capacité décisionnelle. Pour l'instant, ils ne l'ont pas. Et là, j'ai répondu à tout. Merci. Bonjour et merci. Je voulais rapidement vous poser une question. Pourriez-vous développer un tout petit peu sur les instituts Confucius, leur vocation officielle et interlocuteurs? Alors, Institut Confucius, c'est directement lié, alors c'est plus tout à fait vrai maintenant, mais à l'origine c'était lié à ce qu'on appelle le Hangban, c'est-à-dire le bureau international de la Chine sur le plan de l'éducation. Maintenant, c'est une fondation qui gère ça, mais enfin elle est en lien quand même avec le gouvernement chinois évidemment. Quand vous avez un Institut Confucius qui s'installe, il vient avec ses professeurs, il vient avec son matériel pédagogique. Ce que je vous ai raconté là, jamais je pourrais faire ça dans un Institut Confucius. Jamais je serais accepté. Alors, ils ont tenté à un moment donné, etc. Bon, donc les instituts Confucius, ça a intéressé énormément les universités à travers le monde parce que, évidemment, ça ne coûtait rien, puisque les professeurs sont payés directement par Pékin, le matériel pédagogique est prêté par Pékin, donc ils se sont installés dans les universités. Donc ce n'est pas des centres, c'est pas comme l'Alliance française. L'Alliance française, elle n'est pas dans des universités en Chine, ni dans nulle part au monde, elle est à l'extérieur. Ce n'est pas un British Council, ils ne sont pas dans les universités. Alors la problématique que l'on rencontre aujourd'hui de ces instituts Confucius, surtout aux États-Unis, alors aux États-Unis, je ne sais plus combien ils sont 4 ou 5 et ils étaient à plus de 100. Donc les Américains sont en train de les fermer successivement, d'une manière assez draconienne. Il n'y a qu'en France où on continue à en installer. Là aussi, c'est Monsieur Bérou, par exemple, dans sa ville de Pau. On a ouvert un il n'y a pas si longtemps que ça. Et donc, c'est des questions qu'on se pose, parce qu'en Belgique, par exemple, je crois que c'est... non, je ne vais pas retrouver le nom de l'université. Ce n'est pas Leiden, mais c'est un nom comme ça. L'université Louvain, l'université catholique de Louvain. Enfin, il y avait un institut Confucius. Et apparemment, ils ont été pris en train d'espionner des centres de recherche, etc. et autres. Donc, il y a aussi de l'espionnage à travers ça. C'est pour ça qu'on les ferme. Mais bon, on a accepté. Hein. Les Chinois ont proposé. C'est pas plus que ça. Aujourd'hui, on va dire, ils sont à travers le monde, je dirais entre 350 et 400. Mais ça diminue beaucoup, hein. Ça diminue énormément. Oui, pourriez-vous nous donner quelques lumières sur l'évolution démographique de la Chine dans les 30, 40, 50 ans? C'est une question, évidemment, qu'on se pose.
On peut dire 1,4 milliard de Chinois aujourd'hui, à peu près, on pense le pic. Il y a eu la politique de l'enfant unique à partir de la fin des années 70, donc qui a obligé, on va dire en général, un couple d'avoir un enfant, ce qui a fait véritablement chuter drastiquement la population aujourd'hui. Alors depuis 2015, la politique de l'enfant unique est terminée. Même le gouvernement a engagé les jeunes à faire 2 enfants. Simplement, depuis 2015, la jeunesse, elle regarde ce que ça coûte. C'est-à-dire un appartement à Pékin, à Canton, à Shanghai, c'est aussi cher qu'à Paris. L'éducation, c'est pas gratuit. La santé, c'est pas gratuit. Souvent, ils ont en charge leurs parents qui prennent leur retraite, donc il faut aider papa, maman. Donc, si en plus il y a 2 enfants, c'est pas possible. Donc, généralement, il y a surtout beaucoup de couples qui n'ont pas d'enfants. Je crois que le taux de remplacement, on est en Chine à 1,08. Il faut 2,1 pour renouveler une population. Donc, ce qui fait qu'on pense que la population... Alors, la chute réelle de la population chinoise, ça sera 2050. Faut pas non plus trop se précipiter. Parce que les journaux ils vont un peu vite. Du jour au lendemain, les Chinois, il n'y a plus personne. 2050, ça va commencer à diminuer avec potentiellement en 2100 une population chinoise qui se réduirait entre 600 et 800 millions d'habitants. Mais c'est général sur la planète. Il n'y a pas que la Chine, faites très attention. Alors, le pragmatique chinois, parce qu'il faut quand même parler de l'autre côté, c'est que la Chine, c'est le pays qui se robotise le plus ses industries dans le monde. Donc, ils sont déjà dans une parade. C'est aujourd'hui que vous avez des usines Huawei, il y a 40 ingénieurs et c'est que des robots. On commence à avoir des robots aussi pour l'aide aux personnes, dans les restaurants, etc., etc. Donc, ils sont déjà là-dedans. Il va falloir trouver une solution. Voilà. Est-ce qu'il y a une dernière question? Alors, les 2 dernières. 2 dernières. Merci. Comme vous voulez. Merci. On entend beaucoup parler de la plateforme marchande Temu, chinoise, qui a un succès phénoménal aux États-Unis et en Europe, y compris en France. Quand on crée un compte Temu et qu'on installe l'application sur le smartphone, il paraîtrait que des données soient pompées par l'application et que la plateforme donc nourrit plein d'informations. C'est pas il paraît, il pompe. Comme il pompe quand vous faites TikTok, comme il pompe quand vous faites Shine. Alors, il y a 2 niveaux sur ces plateformes, Temu et Shine. C'est, on va dire, l'usine du monde qui s'est transformée. C'est-à-dire, au lieu de passer par des intermédiaires, on va dire, occidentaux, la Chine vend maintenant directement ses produits de l'usine au destinataire. Et donc, c'est envoyé directement. Donc ça, c'est plutôt malin. Mais c'est fait aux dépens, évidemment, des usines sur place en Chine qui sont... Les gens ils peuvent travailler 70 heures à des tarifs complètement indécents. Je veux dire, il y a une exploitation de l'humain qui est terrible. L'utilisation pour Shine, par exemple, du coton, du travaux forcés du Xinjiang, etc., etc. Donc, on n'a aucun contrôle sur comment ils font, qu'est-ce qu'ils font, etc. Et on achète ça parce que ça coûte pas cher. Donc, ça, c'est plutôt ça qui est très critiquable. Après, le fait qu'ils recueillent des informations, on peut dire que quand vous êtes sur une plateforme américaine, quelle qu'elle soit, ils font exactement la même chose. Là, c'est le problème de l'Europe. C'est le problème de l'Europe de se protéger vis-à-vis de ces grands... Alors, on peut dire d'un côté, évidemment, on a l'État chinois, puisque toutes les entreprises chinoises, Shine, Temu, TikTok, sont obligées de transmettre toutes leurs informations au gouvernement chinois. C'est une obligation. Je ne pense pas que ce soit la même chose du côté américain, bien que. Quelle est la situation de l'Église catholique en Chine? Ah, ça c'est une longue histoire. On en parlait tout à l'heure. Alors je vais donner simplement les faits. Il est évident que depuis l'arrivée du pape François, l'idée c'est qu'il y ait une réunification de l'Église officielle et de l'Église clandestine. Il y a une église clandestine en Chine depuis les années 50, l'arrivée d'une église patriotique qui est dirigée par le Parti communiste chinois. Donc on a eu une rupture. Voilà. Donc elle existe encore aujourd'hui d'ailleurs. Mais de plus en plus, évidemment, l'idée du pape François, c'est de relâcher un peu la pression sur le gouvernement chinois à travers l'idée, par exemple, que les évêques, normalement, sont nommés directement par le Vatican sans demander l'autorisation à la Chine, mais depuis qu'il est arrivé, il a passé un accord sur lequel la Chine présente une shortlist de quelques noms
Et à travers cette shortlist du gouvernement chinois, le pape choisit l'évêque. Donc, ça fonctionne plus ou moins bien. Je dirais qu'il y a beaucoup de coups de canif dans le contrat. Mais bon, pour l'instant, on a l'air de se maintenir à ça. Maintenant, la question, je ne sais plus, quelqu'un parlait de la Bible tout à l'heure. Mais il y a une. Oui, voilà. Il y a dans la cour, mais je sais pas, quelqu'un a parlé peut-être dans la cour. Mais le problème aujourd'hui, c'est que par exemple, le président Xi Jinping qui veut siniser les religions, il n'y a pas que les catholiques, c'est pareil pour le Coran. Le Coran et la Bible, en ce moment, il y a une commission qui est chargée de réécrire les deux livres dans la perspective et la vision de la pensée du président chinois. Alors tout le monde traîne. Tout le monde essaie de ralentir les choses, mais bon, je pense que l'Église a le temps, hein, comme les musulmans, ils ont les siècles pour eux. On verra si le président chinois réussit à faire avancer les choses, c'est pas sûr. Donc on en est là. Évidemment, le voyage en Mongolie était plutôt un voyage à destination de la Chine que destination des Mongols. Vu le nombre de catholiques en Mongolie, c'est quand même pas, c'est pas ça qui était essentiel. Maintenant, évidemment, le premier pape qui mettra les pieds à Pékin marquera l'histoire, parce que pour l'instant, il n'y en a pas eu. Il y a eu Hong Kong, oui, mais avec un transit vers les Philippines, si je me souviens bien. Voilà, on va s'arrêter là sur cette question mais Hong Kong britannique, attention, pas Hong Kong chinois. Pardon ? Oui. Seul. Mais c'était britannique à l'époque. Une dernière question. Les petites filles. Je dirais là-dessus, j'ai plutôt alors le démarrage de la politique de l'enfant unique, évidemment, les Chinois, dans l'idée confucéenne, il faut un garçon. C'est le garçon qui porte le nom et c'est le garçon qui continue la famille. Donc évidemment, à cette époque-là, on a eu beaucoup de gens qui ont essayé de savoir quel était le sexe de l'enfant avant la naissance. Si c'était une fille qui était annoncée, évidemment, ils avortaient. Après, ça a été interdit. Ça a été interdit, ce qui fait qu'on est toujours quand même dans ce différentiel, on va dire, de 27-28 millions de filles supplémentaires par rapport aux garçons, alors que normalement, il y a plus de filles que de garçons. Mais cet écart est en train de se réduire. Parce que finalement, dans les années 90, dans les villes par exemple, ce qui est quand même maintenant c'est 64% de la population, les parents font plus trop attention si c'est une fille ou un garçon. Ça n'a plus vraiment l'importance que ça avait autrefois. Et on le voit d'ailleurs sur le plan des affaires. Beaucoup de filles font des bonnes études, c'est eux qui reprennent l'entreprise des parents, qui prennent soin de leurs parents. Donc on est dans une Chine qui a muté là-dessus. On n'est plus dans cette Chine traditionnelle paysanne comme elle l'a été à la période où a été mise en place la politique de l'enfant unique. Je pense qu'il faut voir quand même que c'est un monde qui a beaucoup, beaucoup évolué. Merci beaucoup. Il y a beaucoup de questions. Je suis désolé, on va devoir s'arrêter là. Et ça donnera lieu peut-être à d'autres conférences. Il y a la question des relations et de la place de l'Église en Chine. Puis j'imagine que vous avez encore beaucoup de questions. Mais on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Et on mettra en place d'autres. On vous réinvitera si vous êtes d'accord pour nous parler de la Chine. Un grand merci pour cet après-midi. Merci beaucoup. Désolé, vous pouvez